J. Radio J. Le 10-11. Lise Goodman. Radio J. Cette semaine dans Actu J. Radio J. Et pour cette semaine dans Actu J, on retrouve le directeur de la rédaction qui est avec nous. Il s'agit bien sûr d'Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Eva. Alexis Lacroix, dans cette semaine à lire dans Actu J, votre grand dossier sur ce fameux rapport déclassifié sur les frères musulmans qui alerte sur l'entrisme islamiste. Pourquoi vous avez choisi de le mettre en première page ? Alors, ça s'imposait, si vous voulez, étant donné l'ancienneté de la menace, mais aussi le caractère extrêmement sourcé de ce rapport qui a été remis au ministre de l'Intérieur et qui a été déclassifié, publié sous la forme d'un document de 73 pages, qui sont donc disponibles, que nous avons évidemment lus et épluchés, et qui documentent, si vous voulez, l'avancement de cette menace sur le sol français. Mais avant, peut-être un mot sur la confrérie des frères musulmans. C'est la pointe avancée, j'allais dire, d'une conquête islamiste qui a commencé en 1928. Vous savez, quand le grand-père de Tariq Ramadan, l'instituteur égyptien Hassan al-Banna, a fondé cette confrérie dont le but en fait est d'islamiser progressivement les différents régimes arabes. Ça, c'est le premier objectif. J'allais dire dans l'ère culturelle arabo-musulmane, comme on dit souvent. Là, ça concerne la France. Bien et sûr. notamment, Alors, vous vous intéressez à deux points dans votre dossier. Ouais. C'est qui nous intéresse particulièrement. C'est l'obsession du conflit israélo-palestinien. Ouais. Et puis le Hamas, branche palestinienne des frères musulmans. Alors, vous avez raison de recentrer sur la France d'aujourd'hui, mais pourquoi on en est là ? Tout simplement parce que les tentatives de prise de pouvoir des frères musulmans, c'est-à-dire de ce qu'on appelle le frérisme dans le monde arabe ces 20 dernières années, n'ont pas été concluantes. Passons rapidement là-dessus, mais que ce soit en Libye, en Tunisie, en Égypte, ça s'est soldé par des échecs. Et aujourd'hui, alors c'est pour ça que vous allez comprendre ce qui se passe. Et aussi avec des politiques de répression par rapport à ce mouvement dans ces pays. Exactement. Mais aujourd'hui, les frères musulmans sont interdits dans de nombreux pays arabes. La Jordanie et l'Arabie Saoudite les ont interdits, par exemple, mais aussi l'Égypte. Et donc, ils se retrouvent en quelque sorte acculés, si on est objectif, à faire de l'Europe une terre de mission. D'où, effectivement, la montée en puissance de l'infiltration, ce qu'on appelle aujourd'hui l'entrisme, pour en prendre le mot technique qui est employé par, les spécialistes de renseignement. Et l'entrisme, ça consiste à investir un certain nombre d'institutions de la République en France, des clubs sportifs, des associations, etc., pour les noyauter de l'intérieur. Ce qui a été fait aussi dans d'autres mouvements politiques, notamment au niveau du communisme ou de l'URSS à l'époque. Alors laissez-moi juste finir ma phrase. Commentons donc effectivement la sortie de ce rapport, je crois, lundi à la préfecture de Nanterre dans les Hauts-de-Seine. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a dit qu'il ne fallait pas exclure, c'est l'entrisme, qu'il y ait dans les listes municipales de l'année prochaine, non pas des listes islamistes bien évidemment, mais des candidats qui se réclameraient de la mouvance frériste. C'est ça l'entrisme. Donc vous avez raison, on est dans une situation où la République ne va pas tomber, mais elle est progressivement grignotée, noyautée de l'intérieur par des militants radicaux. Et donc le lien avec évidemment l'antisionisme radical, c'est dans la structure même des frères musulmans dès le début. Et toute la difficulté, c'est qu'effectivement, contrairement à la Libye, l'Égypte, etc., la France est une démocratie et que les frères musulmans, c'est aussi une idée. Donc, c'est d'autant plus difficile de lutter contre. D'ailleurs, comme l'explique très bien également Michael Prazan dans l'interview qu'il vous a accordé. Alors, il est devenu, Michael Prazan, c'est un documentariste connu de nos auditeurs, mais il est devenu vraiment un spécialiste de l'extension planétaire des frères musulmans et notamment, bien sûr, de la menace qu'ils représentent en France en connexion, naturellement, avec le Hamas. Alors, évidemment, impossible également de passer outre, c'est cet isolement d'Israël sur lequel vous revenez notamment dans Actu J, c'est à lire avec le regard de Dan Ilouz qui est un député Likoud et celui d'Avi Pazner qu'on connaît tous très bien, diplomate israélien, ancien ambassadeur d'Israël en France. Pourquoi avoir choisi ces deux angles différents sur la stratégie d'Israël, ces deux interlocuteurs ? Parce qu'il faut de toute façon, si vous voulez, pour regarder une réalité mouvante et complexe, il faut aussi multiplier les focales et les points de vue. Donc effectivement, ils ne parlent pas du même point de vue. On sait qu'en revanche, Avi Pazner aujourd'hui est assez sévère sur la manière dont Israël gère son image internationale et laisse parler
un certain nombre de ministres, on pense notamment à Bezalel Smotrich, dont le retentissement des déclarations à l'international est absolument désastreux sur l'image d'Israël. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, je pense qu'il y a une conscience qui commence à grandir au sein même du Likoud, c'est-à-dire le parti de Benjamin Netanyahou, l'héritier de Jabotinsky, que ça ne va pas, qu'il y a une dégradation absolument terrible. Et d'ailleurs, l'expression fleurit, on le sait, dans le monde juif, le risque qu'Israël devienne un État paria. C'est récurrent depuis quelques jours. Voilà, c'est ce qu'on analyse. C'est ce que vous analysez. Et évidemment, vous savez bien que le cœur aujourd'hui du solide, en réalité, pour Israël, c'est certaines alliances européennes. Je pense notamment à l'Allemagne, par exemple. À partir du moment où vous avez une Allemagne très tournée vers Israël, de tout point de vue, qui commence à taper du poing sur la table, ça veut dire que vraiment l'image d'Israël, du gouvernement israélien, est en train de se dégrader terriblement. Et très dégradée. Alors, bien sûr, à lire également dans ActuJ cette semaine, ce qui s'est passé à Washington. Et vous avez titré, non pas sur l'antisémitisme, mais vous avez choisi comme titre « Deux vies brisées » par rapport à Yaron Lishinsky et Sarah Milgrim, qui ont été tués dans cet attentat, de jeunes employés de l'ambassade d'Israël. Vous parlez de vie brisée au nom de Gaza. Pourquoi au nom de Gaza et pas au nom de l'antisémitisme ? Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, l'un des fuels de l'antisémitisme, c'est les généralisations, les systématisations, les amalgames commis par des gens qui se disent sincèrement, en quelque sorte, indignés par ce qui se passe à Gaza. Vous voyez, et donc on peut dire que le Hamas, malheureusement, si vous voulez, surfe entre guillemets, si vous me passez cette expression vulgaire, sur ce qui se passe à Gaza. Et ces deux personnes qui sont des héros, des héros de cette cause, ont été victimes directement de ces amalgames absolument terribles qu'il faut combattre chaque jour. Alors, bien évidemment, dans ActuJ, toutes les semaines, je le précise, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, c'est une raison de plus pour s'abonner. Il y a bien sûr de nombreuses pages consacrées aux États-Unis, parce que effectivement, si l'Europe, c'est le premier allié commercial d'Israël, l'allié qui permet à Israël de se défendre, c'est les États-Unis. Absolument. Donc, mais un allié ambigu, vous le savez bien aujourd'hui. Voilà. Le Trumpisme est un transactionnalisme, c'est-à-dire que on négocie avec tout le monde dans tous les sens, notamment d'ailleurs avec les Syriens. Steve Nadjar y consacre une page passionnante. Avec les Syriens, c'est-à-dire avec ce régime que certains décrivent comme post-islamiste, d'Al-Joulani, du président Al-Joulani, qui a été reçu donc en grande pompe à l'Élysée. Et donc effectivement, ça veut dire qu'on est un peu de tous côtés dans un processus de négociation au sein du monde arabe pour l'administration Trump. Et ceci, évidemment, se fait parfois, on l'a vu récemment, sans l'aval d'Israël. Les négociations se font directement, de façon bilatérale, entre la Maison-Blanche et certains acteurs. Et Israël est contourné. Donc c'est vrai qu'on ne peut plus présenter aujourd'hui les États-Unis, en tout cas le régime mis en place progressivement, qui est illibéral profondément de Donald Trump, comme étant un allié sûr, définitif et certain d'Israël, d'où l'intérêt de l'Europe. C'est à lire donc dans ces fameuses pages consacrées aux États-Unis. Et puis il y a un grand entretien aussi à lire dans ActuJ cette semaine, celui de Pierre-François Veil. Pierre-François Veil qui affirme la défense, la Fondation bien pour la sûr, mémoire de la et Shoah, qui affirme la défense de la mémoire de la Shoah est un combat universel. Il vous a accordé un long entretien. Qu'est-ce qu'on peut y apprendre concrètement dans cet entretien qui paraît dans ActuJ de cette semaine? Alors pour aller vite, donc il a reçu Laetitia Enriquez et Yael Samamak pour que cette mémoire de la Shoah n'est jamais gagnée, voyez, et elle est d'autant moins gagnée aujourd'hui que nous avons un contexte international particulièrement inflammable où la réprobation d'Israël devient de plus en plus son isolement, et donc effectivement il faut prolonger ce combat dans un moment aussi, générationnellement, où les derniers survivants sont appelés hélas à disparaître, et où donc il va falloir tenir la mémoire comme on tient une position morale, c'est absolument indispensable. À lire donc effectivement, et puis bien sûr d'autres pages, bien sûr les pages culture, les pages également consacrées à la vie juive, et puis bien évidemment aussi un papier consacré, une autre interview consacrée à Philippe Collin, notre confrère de Radio France, qui consacre effectivement des podcasts souvent à des sujets qui peuvent nous concerner, nous, Pétain, Blum, etc.
Oui, absolument. Et là, dans la suite, si vous voulez, il s'intéresse à la mémoire de la Shoah, justement, puisqu'on vient d'en parler, et aux distinctions qui ont été faites longtemps entre la mémoire de la résistance et la mémoire de la Shoah. Vous savez que la mémoire de la résistance, j'allais dire, a pris le dessus sur le plan chronologique sur la mémoire de la Shoah. Aujourd'hui, évidemment, il y a un rattrapage qui est effectué, mais je reviens à ce que nous disions à l'instant au sujet de Pierre-François Weil. Il faut tenir cette mémoire de la Shoah. Elle est plus menacée que jamais. Merci beaucoup, Alexis Lacroix. Donc, tout ça et bien plus à lire cette semaine dans ActuJ. Vous pouvez également retrouver ActuJ et vous y abonner sur www.actuj.com. Merci beaucoup, Alexis. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Radio J. Vous écoutez